Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'École pratique des hautes études Ondes de Sciences. Aujourd'hui, nous accueillons William Van Andinga, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes spécialiste des pratiques religieuses et funéraires du monde romain. Vos enquêtes concernent en partie Pompéi, où vous avez dirigé plusieurs chantiers archéologiques, notamment celui de la nécropole romaine de Porta Nocera. D'ailleurs, c'est ici que nous nous trouvons aujourd'hui, et ce sur quoi nous allons nous pencher. Durant cet épisode, nous allons tout d'abord définir ce qu'est l'archéologie, puis nous pencherons sur l'importance d'une méthodologie particulière pour comprendre l'humain et ses pratiques au travers de ses gestes. Alors William, comment est-ce que vous définiriez-vous l'archéologie ? Alors c'est une question très vaste, mais on peut essayer d'y répondre. L'archéologie est souvent présentée comme l'étude des vestiges matériels laissés par les sociétés du passé. Autrement dit, ce serait une source, l'archéologie donc alimenterait l'histoire en produisant donc des sources matérielles qui permettraient de compléter les fresques historiques, notamment les fresques historiques mal documentées par les textes. En vérité, l'archéologie, c'est beaucoup plus que cela. Je définirais plutôt l'archéologie non pas comme seulement une source de l'histoire, puisqu'on travaille ici à Pompéi, donc on documente effectivement l'histoire de la cité de Pompéi, mais on fait plus que cela, puisqu'on travaille sur, en l'occurrence ici, ce matin nous sommes dans la nécropole de Porta Nocera, donc dans l'un des cimetières romains de Pompéi. Et effectivement, là, on travaille depuis 20 ans sur les pratiques funéraires donc, des Pompéiens. Et on s'est rendu compte, dans ce travail donc, de longue haleine, puisque ça fait 20 ans qu'on est là, eh bien qu'on documentait plus que l'histoire justement de Pompéi, puisqu'on travaille sur des pratiques quotidiennes qui visaient donc à bien enterrer les morts, et on travaille sur une tradition, l'élaboration d'une tradition locale, une tradition funéraire locale. Autrement dit, on travaille sur, et en l'occurrence on a appris sur le terrain pompéien que ce que nous relevions, c'était parce que des vestiges matériels, quand on dit que l'archéologue travaille sur des vestiges matériels, d'accord, mais les vestiges matériels c'est tout notre environnement, nous sommes même matière, l'humain est matière, on est composé essentiellement d'eau, mais on est aussi matière. Donc travailler sur les vestiges matériels, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, ce que nous faisons de manière très concrète, c'est qu'on travaille sur les traces laissées par les Pompéiens, en l'occurrence ici. C'est-à-dire dans leur activité funéraire, puisque on travaille, je viens de le dire, sur l'un des cimetières des Pompéiens, le cimetière qui est situé donc à la porte de Nocera. Autrement dit, on travaille sur des traces qui sont multiples, qui sont multiformes, multiples parce que ce peut être un objet fragmenté sur le sol, une lampe à huile par exemple, parce que les lampes sont utilisées pour structurer la cérémonie funéraire, puisque la lampe à huile est un objet symbolique dans ce cas-là, puisqu'elle elle sert à marquer donc l'altérité de la mort par un jeu d'opposition visuelle entre la lumière de la lampe qui est la lumière de la vie et puis les ténèbres de la mort. Donc ce jeu symbolique est justement incarné par l'utilisation d'une lampe à huile qui est brisée à la fin de la cérémonie ou qui subit différents traitements sur lesquels on travaille. Donc ce peut être des traces, ce peut être une lampe à huile brisée, ce peut être un fragment de lampe à huile, ce peut être des fragments de flacons à parfum, puisque le parfum est également utilisé dans les funérailles, ce peut être les os humains. Les os humains sont évidemment, puisque les morts sont brûlés à Pompéi, donc à l'époque à laquelle on se place, ils sont brûlés, on brûle les morts, les ossements sont collectés à la fin de la crémation, puis pour être disposés dans la sépulture, et c'est l'enterrement des restes osseux qui fait la sépulture à cette époque-là. Donc tout ça, on peut le voir, et tout ça laisse des traces matérielles, des charbons de bois, puisque lorsqu'on allume un bûcher, évidemment, lorsque vous faites un foyer, ça laisse des traces au sol, des traces de rubéfaction, et des traces matérielles. Lorsqu'on dit qu'on travaille sur des vestiges matériels, je ne sais pas si les traces de rubéfaction d'un bûcher, par exemple, ce sont des vestiges matériels, vous voyez, donc on travaille sur toutes les traces, donc des traces sédimentaires, des objets, des produits, puisqu'on arrive, lorsque vous travaillez sur un flacon à parfum, vous n'avez plus le parfum, certes, qui a été d'abord versé sur le sol, qui a disparu, mais on travaille sur le flacon, autrement dit, on travaille sur le produit lui-même, le parfum, même si on ne l'a plus, on a son contenant. Et donc, pour revenir à la question initiale, c'est définir l'archéologie. Je définirais l'archéologie d'abord comme, en se basant donc sur notre travail ici, qui, je le répète, est un travail de longue haleine. Ça fait 20 ans qu'on est là, 20 ans qu'on réfléchit, qu'on travaille chaque année, qu'on est là
dans le cadre de différentes missions. On travaille donc sur des traces laissées par les Pompéiens dans leur activité funéraire. Ce pourrait être dans leur activité culinaire, dans leur activité artisanale, ça pourrait être plein de choses. Mais là, nous, on se focalise sur les activités funéraires parce qu'on travaille sur la tradition, c'est-à-dire la transmission de gestes, la transmission de séquences, la transmission d'une pratique, en fait. C'est ça qui nous intéresse au fond. Et à partir des traces laissées. Alors, voilà, si je définis l'archéologie, ça paraît être quelque chose d'impossible en quelques mots, mais si c'est possible, l'archéologie c'est d'abord une méthode de terrain, parce que sans terrain il n'y a pas d'archéologie, parce que tout découle du terrain, et les questionnements même découlent du terrain, c'est-à-dire que les questions que l'on va poser sur nos Pompéiens, elles sont posées par les vestiges, les traces que nous enregistrons sur le terrain. Elles ne sont pas posées par les textes, qui sont très peu nombreux à l'époque romaine pour ces questions-là. Elles ne sont pas posées par la philosophie, par autre chose. Non, elles sont posées par le terrain. Autrement dit, le terrain est l'acte central, c'est le roi Gourand qui le dit, c'est pas moi. Donc l'acte central de l'archéologie et c'est pour ça que lorsqu'on dit que l'archéologie, ça peut être un travail de laboratoire, oui, mais ce travail de laboratoire, il découle de l'enregistrement de terrain. Et il étudie des vestiges libérés par le terrain, enregistrés sur le terrain. Donc vous voyez que, certes, on peut être archéologue et travailler en laboratoire, mais l'acte central, fondamental de l'archéologie, c'est le terrain. Et c'est ce qui distingue l'archéologie de toutes les disciplines connexes, de l'anthropologie. L'anthropologie, il y a aussi sa part de terrain. Mais là, l'anthropologue, lui, ne va pas, anthropologie sociale, l'anthropologue ne va pas fouiller, lui, il va enregistrer, il va interviewer, il va faire une enquête de terrain, donc avec des questionnements qui, là aussi, sont posés par le terrain. Et l'historien, il travaille à partir des textes, il fait du commentaire de texte, et puis aussi un travail philologique sur les textes. C'est aussi une espèce d'archéologie, lorsqu'on travaille sur la philologie d'un texte. Mais quand même, on voit bien que ces disciplines sont différentes, parce qu'elles appliquent des méthodes différentes. Alors certes, ce qui rassemble ces disciplines, c'est que, au moins l'histoire et l'archéologie, c'est qu'on travaille sur des sociétés du passé. Mais l'archéologue peut aussi travailler sur des sociétés contemporaines. Les Pompéiens, c'est vrai que nous on profite d'une chose. Alors pourquoi on est là? Pour travailler sur la société romaine? Pas fondamentalement. On est là parce qu'on profite d'un événement naturel, l'éruption du Vésuve en 79, qui a fossilisé des traces et qui nous permet de travailler sur des traces intactes. C'est-à-dire qu'avant l'éruption, les Pompéiens vaquaient à leur occupation quotidienne et ils enterraient leurs morts comme ils le faisaient, comme on doit le faire, et ils enterraient leurs morts culturellement et ils nous ont laissé des traces extrêmement fraîches qui ont été fossilisées, au moins recouvertes, préservées par les matériaux volcaniques laissés par le volcan en 79. Donc en quelque sorte, la société pompéienne m'intéresse, non pas parce qu'on est là à l'époque romaine, mais parce que on a là un laboratoire unique pour travailler sur des gestes, pour travailler sur des pratiques, en l'occurrence ici les pratiques funéraires, pour travailler sur des traces qui sont en place, que l'on peut enregistrer, et on peut mettre en place donc une méthodologie qui permet de faire parler ces traces. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental, c'est que l'archéologie, en fait, je dis toujours à mes étudiants que un site archéologique ou un site de fouille, c'est la scène de crime en fait de l'archéologue. C'est-à-dire que c'est là où il va procéder à tous ces enregistrements qui vont permettre de démarrer l'enquête. C'est la scène de crime de l'archéologue. Et à partir des questionnements, autrement dit, ça veut dire que si l'enregistrement est mal fait d'un terrain de fouille, on le paye tout au long de l'enquête. Et on menace même le résultat de l'enquête parce que l'enregistrement aurait été mal fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'opération de terrain n'est pas une opération simplement technique, où on prélève du matériel, où on collecte du matériel, comme aller aux champignons. Non, on enregistre et on réfléchit à la façon d'enregistrer parce qu'on est bien conscient que l'enregistrement même, c'est comme Sherlock Holmes, l'enregistrement même va conditionner toute la chaîne déductive. Je n'ai pas dit interprétative, mais la chaîne déductive, parce qu'on fonctionne par déduction à partir des traces laissées.
Ce dont on n'a pas conscience, ce dont j'avais peut-être moins conscience autrefois, mais maintenant pleinement, c'est que dans notre activité quotidienne, vous comme moi, eh bien, on laisse une multitude de traces en fait. On passe notre temps à laisser des traces. Et ces traces, on peut de mieux en mieux les enregistrer, même les plus fugaces, les plus microscopiques. On commence à travailler sur la pollution des sols, sur des choses, sur des traces qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc je dirais que l'archéologie a commencé en travaillant par des traces monumentales, les temples, les cathédrales. Et puis petit à petit, il a travaillé sur des traces moins monumentales. Et pour aujourd'hui, on est de plus en plus fin dans notre approche et on travaille de plus en plus sur un panel de traces de plus en plus large. Et vous voyez que tout ce que je dis, et dans la finalité, et avec la finalité, dans le but de travailler sur l'humain dans ce qu'il fait en fait. Et ce qu'il y a de plus précieux dans la trace, si l'on compare à notre discipline, la discipline archéologique, avec la discipline historique ou d'autres disciplines, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la trace, c'est qu'elle révèle le concret de l'action humaine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, on n'est pas là dans le domaine des idées ou de la pensée, mais on est là dans le concret de ce que font les gens. Et des enquêtes menées sur le monde contemporain, notamment sur les poubelles de Tucson, c'est très célèbre. C'est une enquête menée dans les années 70 par une équipe américaine de l'université de Tucson qui a montré qu'entre les formulaires remplis par les familles d'Américains et sur leur habitude alimentaire et sur la façon dont ils géraient leurs poubelles et puis l'étude même des poubelles par des archéologues, c'est-à-dire le concret de ce qu'ils jetaient, on avait des décalages souvent même très importants. C'est-à-dire qu'on est bien dans deux domaines différents, le domaine de la pensée, des idées, des idéologies, et puis le domaine du concret de ce que l'on fait quotidiennement. Et le concret de ce que l'on fait quotidiennement, c'est essentiellement renvoie à notre façon dont on s'adapte en permanence quotidiennement, même pas seulement quotidiennement, mais heure après heure, seconde après seconde, qu'on s'adapte à notre environnement. Hier, je vous ai montré, on est allé voir ensemble des morts des fugitifs qui ont tenté de s'échapper de l'éruption, qui ont été frappés par la nuit ardente. Et je vous ai montré là une mort instantanée. Et bien là, on a justement une trace, en l'occurrence des humains qui sont morts dans un instant qui a été fossilisé. Autrement, on est bien là, non pas dans l'ordre dans une phase historique longue, mais on est là dans l'instantané. C'est-à-dire que cette archéologie que j'essaie de promouvoir, cette archéologie recentrée sur l'humain, elle permet de travailler non pas à des échelles historiques longues, mais par exemple des périodes, je sais pas, la période augustéenne, la période Auguste Flavien, des choses comme ça, mais de travailler aussi, pas seulement sur des périodes longues, mais travailler aussi sur l'instant, c'est-à-dire le moment où un individu, un Pompéien, vient déposer un gobelet sur la tombe ou vient déposer une lampe à huile sur la tombe au titre donc d'un geste de commémoration. Et il vient donc honorer un défunt, un proche, enterré quelque temps auparavant. Et donc on garde la lampe, il la retourne. Ça, c'est une découverte de cette semaine, c'est pour ça que j'en parle. Une fois qu'il allume sa lampe, donc il y a peut-être quelques paroles qui sont prononcées, on ne peut pas le savoir évidemment, mais à la fin de ce qu'il devait faire, eh bien, il retourne la lampe et il la brise intentionnellement pour montrer que le rite a été fait, le rite a été célébré. Et on a là, dans le bris de la lampe, sur le sol, on a retrouvé la lampe avec tous ses fragments, eh bien on a là un instant. Donc on travaille à des échelles de temps différentes, des périodes, l'époque romaine, et puis également à des plus petites échelles, comme par exemple l'instant, le moment, voire l'heure, puisque donc on est là, vous voyez que la méthode est différente, la méthode est spécifique, elle permet de travailler sur le concret de l'action humaine, et tout cela renvoie à des échelles de temps différentes, et surtout, tout cela est recentré, toute notre recherche est recentrée sur l'humain. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement humain. Donc si je devais définir, vous voyez que ça prend plus de temps que je croyais, mais si je devais définir l'archéologie, et là c'est vrai que on est parti je vous ai dit que ce qu'on trouve dans les manuels aujourd'hui, c'est l'étude des vestiges matériels,
c'est l'étude des traces, je l'ai dit, et dans un but essentiel, c'est de travailler sur le comportement humain et pas sur des périodes historiques. Et là, on renverse la table. Merci pour cette réponse. Quand vous parlez des traces, et toutes ces traces que vous avez trouvées, et d'une méthode particulière pour l'étudier, ça, vous avez aussi vu une évolution de votre méthode. Comme vous me disiez, ça fait quand même 20 ans que vous étudiez ces lieux-là, et vous avez peut-être, au fil des années, affiné votre méthode pour bien notifier toutes ces traces et les noter. Et absolument, et ça s'appelle un projet scientifique en fait. Parce que, et c'est comme ça que le définit d'ailleurs Einstein, un projet scientifique, c'est pas une opération one-shot en fait. C'est pas une découverte. C'est comme ça qu'on présente l'archéologie et la science archéologique comme une série de découvertes qui finalement vient alimenter le progrès des connaissances. Non, c'est pas ça. En revanche, c'est un projet scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on part du terrain, je le disais tout à l'heure, on part du terrain, on part de questionnement, de premier questionnement, d'une première problématique, dans n'importe quel projet de type historique, anthropologique. On part d'une problématique, d'un questionnement central, en l'occurrence la mort à l'époque romaine. On choisit un terrain, Pompéi, pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire la conservation des traces, une conservation optimale des traces pour l'époque impériale. Et ensuite, on apprend en même temps, c'est-à-dire qu'on construit une méthodologie sur le terrain, parce que tous les terrains sont différents. Tous les terrains archéologiques sur lesquels je suis intervenu sont différents. C'est-à-dire qu'il y a toujours une mise en route à partir d'un terrain qui livre des traces qui ne sont jamais les mêmes. Il y a plusieurs choses, la diversité des comportements humains, on est tous différents et on produit des traces qui sont toutes différentes. Lorsque les Pompéiens sont morts, je m'en suis aperçu l'autre jour, ils sont morts dans des attitudes toutes différentes. On a toute une façon de mourir. Et ça, lorsqu'on travaille sur ces traces-là, c'est-à-dire qu'on part de traces qui sont chaque fois différentes. Donc il faut mettre en place une méthodologie adaptée à son terrain d'étude. Ça prend déjà un peu de temps. Parce qu'il faut apprendre à découvrir des traces, apprendre à les relever de la meilleure des façons, et puis faire évoluer un questionnement. Et ce premier, si je compare souvent ça aux étages de la fusée, c'est-à-dire que notre première intervention, notre premier projet, donc la phase de terrain s'est déroulée de 2003 à 2007, et ça c'est le premier étage de la fusée. Ça nous a permis de découvrir un terrain, de mettre en place une méthode, et finalement d'orienter. On s'est aperçu, comme je venais de l'histoire, je suis venu avec des questionnements donnés par les textes. J'étais nourri de Cicéron et d'autres auteurs antiques. Je cherchais à l'époque des sacrifices, des choses comme ça. Et j'étais donc nourri par les textes. Et les textes nous ont donné une problématique, et puis surtout la maîtrise du contexte culturel, parce que je ne travaille pas sur les Nambiquara, je travaille ici sur des Pompéiens que je connais bien. Et donc le relevé, la première approche nous a permis déjà d'inverser la méthode, c'est-à-dire qu'on est parti nourri par des sources textuelles, et ensuite pour s'apercevoir que ce que nous avions comme trace, ça ne renvoyait pas à Cicéron, c'est-à-dire que les gens n'ont pas laissé des traces en fonction de ce que disait Cicéron, bien entendu. Ils ont laissé des traces en fonction d'une tradition qui leur est propre, et d'un microcosme dans lequel ils évoluent. Je crois que c'est Pierre Chaudu qui avait expliqué que les sociétés pré-industrielles, leur rayon d'action culturel, c'est 2,5 km. Donc c'est exactement ça qu'on a ici, c'est-à-dire que c'est des gens... Et donc on a appris à relever ces traces, on a mis en place une méthode aussi fine, on l'a voulu très vite, ça a été un atout décisif, c'est que dès le départ, dès les premiers coups de truelle, dès le premier décapage, on a voulu faire un enregistrement maximal. Ça, c'est le point de départ, parce qu'on était nourri par les travaux de Leroy-Gourhan, et également un préhistorien, et donc on a appliqué tout de suite une méthode préhistorique, en fait, de préhistorien sur un terrain historique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous démarque peut-être, qui fait de notre démarche une démarche originale. Et donc tout ça, je disais, les premières campagnes, la découverte d'un terrain, l'apprentissage d'un terrain, c'est ça, comme lorsqu'on s'immerge dans une société
les Nambikwara ou autres, je pense à Lévi-Strauss. Hein. Et donc ensuite, eh bien, la production d'un premier travail, une première publication. La publication, c'est fondamental parce que ça permet d'abord de marquer un temps d'arrêt. Pas un temps d'arrêt, c'est le mauvais terme. Ça, on présente ça souvent comme un temps d'arrêt, ça ne l'est pas en fait. C'est juste dans la continuité. Et l'analyse des données de terrain, qui est un processus très long, très, très complexe, parce que souvent très très mal financé, mal reconnu et très mal financé, donc très compliqué à gérer. Mais malgré tout, on est arrivé à produire une publication exhaustive de ce premier projet en 2013 et qui nous a permis, eh bien, qui a révélé un monde nouveau. C'est ça. C'est que l'archéologie, permet d'ouvrir le monde. C'est ce que dit très joliment Edgeworth, un archéologue anglais. L'archéologie permet d'ouvrir le monde, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on ouvre la Terre, mais on ouvre aussi un monde inconnu, un monde nouveau, qu'on apprend à reconnaître et que l'on révèle. Et cette révélation de ce premier monde nouveau, c'est-à-dire des funérailles des Pompéiens, tels des objets qu'ils utilisaient pour les funérailles, qui sont des objets spécifiques, et la façon, et on a compris dans ce projet, eh bien, que toutes ces traces permettaient, et ça c'était vraiment une révélation, hein, permettaient de rentrer dans les séquences gestuelles, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité, grâce aux traces laissées, de restituer des gestes, c'est-à-dire de toucher l'humain, et non plus des idées, c'est-à-dire des idées sur l'au-delà, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que Cicéron, on l'avait complètement oublié, et qu'on rentrait progressivement dans les séquences gestuelles, c'est-à-dire ce que toi et moi nous faisons, et la façon dont, et comment notre agir quotidien, là c'est en l'occurrence c'est pour les funérailles, mais comment notre agir quotidien est impacté par notre environnement social, et notre habitus, notre façon de faire, hein, notre expérience personnelle, ce qui a nourri notre expérience personnelle, et puis notre environnement général, hein, tout ça conditionne notre agir. Et donc, c'est le deuxième étage de la fusée, on a recommencé, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, l'archéologie permet de travailler sur le comportement humain, qui l'eût cru. Et donc, c'est pour ça que je disais que l'archéologie, c'est comme science, hein, ça peut être aussi l'archéologie de sauvetage à une dimension patrimoniale. Il s'agit de sauver des vestiges archéologiques avant destruction. On n'est pas dans cette perspective-là. On est dans le parc archéologique, ici on ne craint rien. Et là, donc, on est dans le cadre d'un projet. Et un projet scientifique, c'est une arborescence. Et évidemment, il faut, si on fait de la politique scientifique, il faut susciter cette arborescence. Si j'étais à la tête d'une institution scientifique, c'est ce que je décréterais, susciter une arborescence et la favoriser les bourgeonnements en fait. Il faut que cette arborescence, elle prenne du feuillage, et c'est ce qui s'est passé dans le deuxième projet. On a recommencé avec un nouveau terrain sur lequel nous sommes promenés donc hier et aujourd'hui. Un autre tronçon de la nécropole, mais avec des questionnements issus du premier projet. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte, on avait ouvert des portes nouvelles, et là on s'est dit, mais on peut travailler, on peut restituer des séquences gestuelles. Mais c'est extraordinaire. On peut comparer les séquences d'une tombe à l'autre dans un laps de temps très court, c'est-à-dire qu'on brûle quelqu'un, un mort, on enterre ses restes, on revient 3 semaines après, 1 mois après, 3 mois après, on refait la même chose dans une même famille, même groupe familial. Et qu'est-ce qui se passe? On refait exactement la même chose, on le brûle avec le même bois, on dépose les mêmes objets, on utilise les mêmes rites exactement. Est-ce qu'on a là un maître officiant qui, avec le livre, hein, qui énonce ce que l'on doit faire comme une recette de cuisine? En vérité, eh bien non, c'est très souvent, on a une variété. On retrouve des habitudes de groupe, mais on a une grande variété qui est liée, donc, là aussi, à ce que je disais, c'est-à-dire à l'agir d'un individu à un moment donné en fonction d'un individu. Parce que lorsqu'on enterre un enfant très proche, et lorsqu'on enterre quelqu'un où l'affectif est moins soutenu, il est évident que tout cela déforme notre agir en fait, ou impacte notre agir. Et ça, on arrive à le toucher.
C'est-à-dire parce qu'on sait qu'on est au sein d'une même famille, on sait qu'on arrive parfois même à reconnaître des gestes, c'est-à-dire d'un même individu, c'est-à-dire quelqu'un qui, 3 fois de suite, on a un sac qui contient les ossements ramassés sur le lieu de crémation qui est renversé. C'est-à-dire que la personne qui est en charge de la composition de la tombe, de l'installation de la tombe, chaque fois il renverse le sac. Donc ça c'est un individu qui a ce tic-là, et on arrive donc à voir que c'est le même officiant qui intervient à 3 reprises. Et d'ailleurs les 3 tombes se succèdent, donc on le sait ça par l'archéologie, par l'enregistrement. Donc je disais que le deuxième projet, commencé en 2015, qu'on est en train d'achever là, nous a permis de travailler encore plus finement, d'aller encore plus loin dans l'élaboration et dans la transmission de gestes. Là, vous avez pu voir hier travailler avec François Fouriot, ou au moins le questionner. Et vous avez vu que François Fouriot a fait sa thèse donc à l'école pratique. Et sa thèse s'appelle L'espace d'un instant. Et lui, il arrive à rentrer dans une couche archéologique, il arrive à montrer, grâce à la microtopographie, grâce à la topographie et aux photogrammétries, il arrive à rentrer dans la couche archéologique pour distinguer le passage de différents individus sur la même tombe qui ont apporté un objet, différent ou pas, qui l'ont cassé de manière différente. Il arrive même à partir des indices de fragmentation, puisqu'on retrouve les objets fragmentés dans la couche, il arrive à restituer le geste qui est à l'origine du bris de l'objet. Donc on va très loin, et ça c'est ce que j'appellerais le deuxième étage de la fusée, et l'arborescence qui continue donc de prendre, qui continue justement à grandir, à évoluer. Et puis le troisième étage de la fusée, on est en train de réfléchir à l'application de l'intelligence artificielle aux dizaines de milliers de données qu'on a enregistrées, qui défient quand même la manipulation humaine, on va avoir besoin de l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer ces dizaines de milliers d'informations que nous avons désormais enregistrées depuis 20 ans. Et on travaille, on a donc on travaille également les nouvelles directions de recherche qui ont été apportées par le nouveau projet. C'est aussi, on a compris qu'on pouvait travailler sur l'organisation sociale d'une famille romaine, puisque dans un enclos funéraire sur lequel on travaille, qui est intégralement conservé, on peut travailler sur le marquage des sépultures, qui nous informe sur le traitement mémoriel différent utilisé pour les individus de la même famille, c'est-à-dire que vous avez un esclave qui reçoit une épitaphe, donc l'épitaphe évidemment permettant la conservation de la mémoire, et pourtant il est un simple esclave. Alors que le paterfamilias n'a pas d'épitaphe. Vous avez un certain nombre de sépultures qui n'ont pas de marquage au sol, ce qui fait que ces sépultures sont soumises à un oubli immédiat. Et on voit que certains esclaves, certains enfants certaines matrones, certaines femmes obtiennent un statut important au sein du milieu familial. Et on voit que la rigidité sociale romaine, rigidité et inégalité sociale romaine, puisque les esclaves n'ont pas de statut, tout ça est régi, l'autorité c'est l'autorité du paterfamilias, si je vais vite, et bien tout cela, cette rigidité sociale romaine, elle est transcendée au sein du milieu familial, et ce qui fait que l'archéologie funéraire nous permet ici de rentrer, non plus dans les séquences gestuelles, mais rentrer dans l'interrelationnel familial, c'est-à-dire on voit que ce qui compte avant tout, même malgré des rigidités sociales, c'est l'interrelation, c'est-à-dire l'interaction entre les humains. Vous voyez qu'on rejoint de nouveau la thématique magnifique des humains, c'est-à-dire la relation entre vous et moi. C'est ça qui finalement va nous permettre de nous adapter à notre environnement social, quelles que soient les rigidités, je le rappelle, quelles que soient les rigidités de notre système social. Et je me demandais un peu, pour trouver toutes ces traces, vous avez quand même une équipe plus ou moins adaptée. Vous avez chaque personne qui travaille peut-être sur une spécificité.
et de l'importance d'avoir une équipe qui puisse apporter sa... Absolument. Alors ça c'est quelque chose de fondamental et on rejoint finalement la définition de l'archéologie que nous tentons finalement, on va y arriver, vous allez voir. C'est que l'archéologie est intrinsèquement, elle est pluridisciplinaire, elle est transdisciplinaire, elle ne peut pas être le travail d'une personne en fait. Ça ne peut pas exister ça. C'est que c'est un travail qui est forcément collectif. Pourquoi ? Eh bien parce que ces traces qui sont l'objet d'attention fondamentale, c'est pas des vestiges matériels, ce sont des traces. Et ces traces, elles mobilisent eh bien, des spécialités qui sont presque innombrables, c'est-à-dire le spécialiste de la céramique, du verre, du métal, des charbons de bois, des os humains. Ça c'est fondamental de travailler sur les morts. Donc les anthropologues qui travaillent sur l'os humain ont une dimension fondamentale dans l'équipe. Ils sont vraiment des porteurs du projet sur le funéraire, ce qui est logique, puisqu'ils travaillent sur les morts, de manière très directe. Et donc effectivement, on a un travail qui est forcément collectif et qui nécessite des allers-retours entre les spécialités et le terrain. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, chaque fin de campagne, on fournit un rapport aussi complet que possible, de manière à ce que tout le monde puisse prendre connaissance des résultats de chacun et des réflexions de chacun. Donc c'est un échange permanent qui permet justement d'aller très loin dans l'analyse des traces. Parce que alors l'image ancienne de l'archéologie, c'est-à-dire un professeur d'université avec ses étudiants, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Ça ne peut plus exister parce qu'on a besoin d'un savoir-faire. Oui, ça c'est une chose importante à dire, c'est qu'on continue de penser que l'archéologie, évidemment, c'est ce que je disais à l'instant, en grossissant le trait, c'est un professeur d'université ou un archéologue des préventifs ou ce que vous voulez, avec un groupe d'étudiants, mais ça ne peut pas fonctionner. Un groupe d'étudiants en apprentissage en plus. C'est parce que, eh bien, on est une discipline scientifique et que donc on a des protocoles scientifiques et que des protocoles scientifiques, on ne peut pas les confier à des étudiants ou à une seule personne. On est obligé de travailler avec des équipes professionnelles. Et dans l'idéal, il faudrait pouvoir travailler, nous donner les moyens de travailler avec des équipes professionnelles qui sont engagées sur contrat, c'est-à-dire que l'on peut... Et c'est ça qui manque encore en France, c'est-à-dire des chantiers archéologiques sur projet financés lourdement, comme on finance finalement des projets de biologie ou des projets de... Et c'est ça qui manque encore, c'est-à-dire on doit professionnaliser l'archéologie scientifique et non plus donner des budgets de fonctionnement simplement et puis travailler essentiellement à partir du bénévolat ou d'étudiants. Ça, c'est pas possible. C'est ce que je dis souvent, c'est comme si on demandait à Pasteur d'inventer le vaccin avec un groupe d'étudiants de L3. Je crois que ça serait un peu compliqué. Combien de temps encore vous allez rester pour ces études ? Est-ce que vous avez envie de continuer à travailler ici sur Pompéi ? Je sais que vous travaillez aussi dans les Pyrénées, je crois bien. Saint-Bertrand-de-Comminges, ouais. C'est ça. Et du coup, est-ce que vos études à Pompéi vont s'arrêter un jour Un jour Enfin, dans quelle temporalité Alors, c'est difficile à dire parce qu'on est justement dans cette arborescence d'un projet scientifique qui n'est pas abouti, qui n'a pas... c'est pour ça que c'est dire qu'on a fini une fouille et on va ailleurs, en fait ça ne marche pas. C'est que on a fini et donc on publie un site dans ce cas-là. C'est-à-dire on n'est pas dans la perspective d'un projet sur la longue durée qui se nourrit lui-même. Si on va ailleurs, si je pars en Grèce, fouiller un site complètement différent, je repars de zéro là. Et là, c'est vraiment un long process, effectivement. On ne travaille plus avec les mêmes. La méthode s'est considérablement enrichie parce qu'on est resté sur le même site. Et là, je pense à Pincevent, qui est notre, qui nous sert un petit peu de modèle, c'est-à-dire le roi Gourand commence ses fouilles de Pincevent, ses niveaux de sol magdaléniens en 1964. Et je crois qu'il y a toujours une équipe. Lui est mort en 1984, ou dans ces années-là. Et son travail continue. Je crois que le Pincevent est toujours en cours de fouille. Donc vous voyez que c'est parce que, eh bien, on n'a pas fini l'arborescence n'est pas achevée. L'arbre n'a
n'a pas tout à fait grandi. Donc c'est ça qui, ici, je le vois comme ça. Alors évidemment, si on nous dit de partir, on partira. Mais si tant qu'on a des choses à développer, des projets, des post-docs, c'est parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire on a un post-doc qui va démarrer au mois d'octobre, on a des gens qui ont... je parlais de cette thèse de l'école pratique, donc, qui a été soutenue sur un des enclos funéraires, et on a des travaux universitaires qui sont en cours sur ces données-là. Et tout ça donc, montre qu'on est sur un... ça ne veut pas dire qu'on consomme du patrimoine archéologique, c'est-à-dire qu'on fouille à tout prix, hein. C'est-à-dire que nos fouilles sont très ciblées. Vous avez vu que on est sur des aires assez petites, hein. On travaille avec des échelles qui permettent de travailler sur quelques mètres carrés. Et donc on est là on n'est pas là dans des fouilles extensives. Et on est là dans la réflexion permanente, c'est-à-dire que, je répète, il ne s'agit pas je crois, de fouiller un site et de le publier, d'en faire une monographie, mais il s'agit encore une fois, de travailler sur le comportement humain et révéler sa diversité. C'est ça, la diversité des comportements humains. Et évidemment avec des implications historiques, puisque la société sur laquelle nous travaillons, c'est l'époque romaine, hein. C'est le 1er siècle, essentiellement le 1er siècle après Jésus-Christ. Et que donc on nourrit aussi les fresques historiques, on nourrit les livres d'histoire ici également, même si on va au-delà, je crois, de la dimension historique. Alors merci beaucoup. Peut-être une petite dernière question pour conclure. Pendant toutes ces années d'études, vous étudiez un peu les traditions, la transmission. Qu'est-ce que ça vous a permis d'étudier? Est-ce que vous avez vu des transmissions, comme vous avez dit, que en fonction des familles, peut-être des personnes avaient les mêmes traditions pour ces rites funéraires? Est-ce que vous avez vu cette transmission au travers de ces études? Absolument, et ça c'est le long terme qui nous a permis de travailler sur justement la transmission d'une tradition ou de coutume, d'un habitus, parce que effectivement si vous avez une sépulture et une aire de crémation, on peut pas parler vraiment de transmission. Il faut pouvoir comparer les situations archéologiques les unes avec les autres. D'ailleurs ça je ne l'ai pas évoqué, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'on a à ce jour travaillé très finement, c'est-à-dire qu'on a relevé de manière très très fine 150, on a travaillé sur 150 sépultures sur une dizaine ou quinzaine d'aires de crémation, ce qui nous permet de comparer, c'est-à-dire de comparer les situations pour un même moment, pour une même période, l'époque d'Auguste, l'époque Tibère Claude par exemple, le milieu du 1er siècle, mais également de comparer dans le temps, c'est-à-dire au travers de plusieurs générations. Et effectivement, qu'est-ce que c'est toutes ces informations sur lesquelles on a pu travailler, toutes ces traces sur lesquelles on a pu travailler. Je répète, si on compte chaque fragment d'os humain qui a été déterminé, par exemple, c'est plusieurs centaines de milliers d'informations qu'on a pu comme ça mettre en série. Et tout cela, eh bien, nous a permis effectivement de dresser des constats tout à fait intéressants alors, non pas seulement je le répète, sur une période historique, c'est-à-dire la transmission d'une tradition funéraire chez les Pompéiens, ce qui est quand même notre sujet d'étude, mais également la transmission d'une tradition dans un environnement économique et social particulier. Par exemple, l'élaboration de la tradition telle qu'on la reconnaît, c'est-à-dire d'une tradition funéraire, elle intervient après la fondation de la colonie en 80 avant Jésus-Christ, et il faut que les colons qui s'installent à Pompéi mettent en place progressivement, la communauté se structure, et tout cela a pris un peu de temps. On voit que les premiers gestes sur lesquels nous travaillons, ceux qui datent de la période 80 avant Jésus-Christ, 20 avant Jésus-Christ, on voit qu'on est là dans une période d'élaboration. Les séquences gestuelles sont différentes, sont plus diversifiées en fait. On retrouve certains objets déjà, qui seront des éléments structurants des cérémonies funéraires, mais on est dans une plus grande diversité. Et puis, à partir de 10 avant Jésus-Christ jusqu'en 70-79, quasiment, on a là ce que j'ai appelé un plateau d'équilibre, c'est-à-dire une mécanique de la tradition qui est parfaitement huilée. C'est-à-dire qu'on a
on a beaucoup de ressemblances d'une sépulture à l'autre. C'est-à-dire et on voit que tout cela est généré par une société pompéienne qui à ce moment-là bien organisée, structurée. On voit que ça c'est huilé tout ça étant la société. Ça c'est en plus ça nous est enseigné par d'autres travaux sur. Je pense à une thèse récente soutenue à l'école pratique aussi sur les lieux de métier de Pompéi. Et on voit que cette période est vraiment une période où la vie communautaire est vraiment structurée par un pouvoir municipal fort et par des liens sociaux extrêmement forts. En fait. C'est ce qu'on voit également dans l'étude de l'organisation familiale au sein des enclos. Et tout ça forme un plateau d'équilibre, une transmission presque mécanique. En revanche, cette transmission mécanique, elle s'enraye juste avant l'éruption. Alors dans un laps de temps qu'on peut mal préciser, est-ce que c'est l'année qui précède l'éruption du Vésuve du 24 août ou 24 octobre, ou est-ce que ça va au-delà, difficile à dire. Mais effectivement, on a mis en évidence des sépultures, les dernières, qui interviennent, donc, qui sont des sépultures qui sont mises en place peu de temps avant l'éruption, qui est une déflagration terrible. L'éruption du 79, c'est un événement naturel extraordinaire, d'une ampleur extraordinaire. Et là, on voit, et on sait, maintenant on l'étudie beaucoup mieux, on sait mieux le reconnaître, on connaît, donc on sait que la période qui précède la grande éruption du 24 août ou du 24 octobre, eh bien, elle est précédée de secousses telluriques, sismiques récurrentes. Et on voit que la société locale est en désarroi. On parle de crise urbaine à ce moment-là. Certains habitants s'enfuient, partent justement à cause de cette... il n'y a plus d'eau courante, par exemple. La ville, puisque l'aqueduc a été justement, au moins l'alimentation en eau a été coupée par ces événements sismiques récurrents. Et on voit bien que la société s'organise, est en désarroi. Et tout cela, eh bien, on a une traduction une traduction dans les funérailles, parce que ces funérailles, elles changent. Les sépultures ne sont plus installées de la même façon. On a un exemple qui est qu'on a à partir de plusieurs sépultures fouillées dans un enclos, le 1C, où on a justement mis en évidence un amas osseux directement versé sur le sol de l'enclos. C'est-à-dire que normalement, pour qu'une tombe soit constituée, on creuse une cavité dans le sol et on dépose l'amas osseux à l'intérieur, ce qui permet de définir la tombe. Bien là, on a brûlé le mort comme on le fait depuis toujours. On a collecté ses ossements comme on le fait depuis toujours. En revanche, au lieu de creuser une cavité dans le sol, eh bien, on a versé les résidus de crémation et la collecte des eaux directement sur le sol. Et à proximité immédiate, dans le même enclos, dans le même phénomène, on a 3 sépultures successives, des morts brûlés sur place, et ensuite à peine recouverts par une amphore coupée sur la moitié. Donc là aussi, on n'a pas pris la peine de creuser une sépulture ou d'aménager une tombe bûchée dans une cavité aménagée. On a vraiment tout se fait. On a d'autres sépultures qui appartiennent à la même époque qui sont très peu enterrées. Donc on a vraiment dans ces dernières sépultures la preuve d'un changement qui intervient dans la pratique quotidienne de la mort, et un changement qui est dû donc à justement une transformation de la ville qui est soumise donc à tous ces événements annonciateurs de la grande éruption de 79. Et on voit d'ailleurs, ça permet également de réfléchir à notre époque contemporaine, c'est qu'aujourd'hui on connaît le changement climatique, et c'est vrai qu'on s'inquiète de l'absence de réaction des pouvoirs politiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, nous, vous comme moi, en fait, on change nos habitudes, mais sans le voir. On change nos habitudes parce que notre environnement est très impacté par justement ces changements climatiques, et que donc sans que ce soit une prise, sans que ce soit vraiment collectif, eh bien individuellement, on s'adapte à ce changement et on transforme nos habitudes. Autrement dit, ça c'est la version optimiste, c'est que même si on ne voit pas ces transformations, ces évolutions, eh bien l'exemple que je viens de citer de Pompéi, donc de l'archéologie du geste, eh bien nous amène à voir que l'humain en fait ne change pas vraiment. Ça explique pourquoi dans les discussions
On reste souvent sur ses convictions. L'humain ne change pas vraiment, mais en revanche, il s'adapte. Il s'adapte en permanence, il s'adapte quotidiennement, et c'est ce que montre la fouille que nous faisons. Et vous voyez que là, l'archéologie, elle touche des phénomènes sociologiques, contemporains. Elle n'est pas seulement là pour révéler des civilisations disparues. Donc on est encore une fois, dans l'humain, c'est-à-dire on travaille et on recherche l'humain. Merci beaucoup. Et peut-être qu'on finira par voir nos changements peut-être un jour au fur et à mesure des années, si des futurs archéologues peut-être découvriront nos changements.